sommes samedi soir et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Un samedi soir, voilà, avec la luminosité bien pourrie de mon salon, c'est pas grave, je pense que vous ne m'en voudrez pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites de bonnes lectures en ce moment. Et ben écoutez, moi je viens de prendre une petite claque. Je viens de terminer de Si bons amis de Joyce Maynard. Je vous ai saoulé avec Où vivez les gens heureux. Je vais vous saouler avec de Si bons amis. C'était... Ah là là, Joyce Maynard, je la connaissais pas il y a un an. Et là, je remets mon plaid, j'ai pas froid, c'est juste que j'ai la flemme d'avoir froid, donc je mets ça. Je l'ai découverte sans la connaître vraiment. Et j'ai regretté parce que elle était au Festival America. Et je me dis que là, le prochain Festival America, c'est en septembre. Est-ce qu'elle sera là? Je ne sais pas. Si elle est là, je cours la voir et je lui dis merci pour ces émotions que vous transmettez dans vos livres et pour l'empathie qu'on a dans ces personnages et pour comment on dit, quand on s'approprie les personnages, quoi, quand on se retrouve dans les personnages. Où vivaient les gens heureux, Eleanor a 3 enfants et on la suit sur des dizaines d'années. Donc on peut pas, enfin moi je me suis attachée à elle parce que je suis maman, parce que je suis femme, parce que je suis épouse, voilà. Mais toutes les questions qu'elle se pose sont des questions de vie qu'on peut se poser dans notre vie à plein de moments de sa vie. Et c'est ça qui m'avait vraiment bouleversée, je ne m'attendais pas à ça, à être cueillie comme ça. Et je me dis bon allez c'est le premier, c'est trop bien, j'ai peur d'en lire d'autres. Là on suit Hélène à une période très dure de sa vie. Elle vient de divorcer, elle n'a pas la garde de son fils parce que elle a des problèmes avec l'alcool. Donc son fils, elle le voit 6 heures un samedi par mois ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment ridicule, quoi. Et elle a, écoute, je crois qu'elle a 40 ans, un truc comme ça. Voilà. À l'aube de la quarantaine. Coucou. Et du coup, bon, je suis pas mère célibataire du tout, mais du coup, il y a forcément une résonance. Déjà de base. Bon. Donc tu te dis, vu qu'elle t'a déjà cueilli la première fois, alors que tu n'avais pas le même âge, là tu as le même âge. Donc elle va forcément te cueillir une deuxième fois. Et oui, ça fonctionne. Hélène va faire la rencontre d'un couple, Ava et Swift, à Viland, qui ont une belle baraque, un yacht, machin, tout ça. On sent les Américains riches. Elle vit modestement, parce que bon voilà, elle est déjà mère célibataire, elle n'a pas un boulot de fou. Et en plus, elle ne voit pas son fils. Enfin voilà, ça va pas dans sa vie. Et elle va rencontrer ce couple qui va être une utopie pour elle de couple réussi, de vie parfaite. Et elle va se rapprocher d'eux. Et eux vont l'accueillir à bras ouverts. En sachant que Hélène est hyper vulnérable. Et donc elle va forcément tomber dans leurs bras et se confier et tout ça. Et Ava et Swift vont être comme un peu les parents, les seconds parents de Hélène. Et vont vraiment ouvrir leurs portes à elle et essayer de résoudre ce problème, le fait qu'elle n'ait pas la garde de son fils, machin, de trouver des solutions, de lui présenter des gens, de refaire sa garde-robe, de l'inviter à des soirées, de lui proposer un petit boulot, une aide, boulot pour les 60 ans de Swift, Swift. Ouais. Et donc elle va vraiment rentrer dans leur vie sans se rendre compte qu'elle n'est pas simplement rentrée dans leur vie, mais ils ont totalement la main sur elle. Les jours, les semaines, les mois vont passer, petit à petit ça va aller mieux, mais cette emprise est toujours là. Et Hélène va recevoir des signaux de personnes, de choses qui vont lui dire « méfie-toi quand même un petit peu ». Et tous les personnages sont importants, il n'y en a pas des tonnes, vraiment ça va, il y en a peut-être maximum 10, grand maximum, quoi. Mais tout va être important et tout le déroulé se passe de manière hyper fluide. Hélène va essayer de reconstruire sa relation avec son fils. On a une empathie folle pour elle, on veut qu'elle réussisse, on veut que ça fonctionne. Et à chaque coin de chapitre, à la fin je me dis il va se passer un truc, ça va pas le faire. Parce que j'avais lu Où vivaient les gens heureux et je savais cet événement terrible qui se passe. Si vous l'avez lu, je ne dirai rien, mais vous savez ce qui s'est passé.
Et vous savez comment ça a basculé. Et tout ce qui en a découlé, et ben là, je l'attendais. Et un événement se passe vers la page, chapitre 64, un truc comme ça. Voilà. On est là, on est à moins de 100 pages de la fin. Et il se passe quelque chose. Et là, tu te dis, ok, allez, c'est bon, c'est parti. Sauf que c'est pas complexe, c'est hyper humain. On est avec Hélène et on sait maintenant sa vie, on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'elle veut, on sait ce qu'elle veut plus. Et on sent qu'elle va reprendre le dessus. Ah, j'ai carrément adoré. C'était génial. C'était génial. Et c'était... je vais pas dire que c'était bien écrit, mais c'était écrit de façon à ce que ça te pointe là, direct, là-dedans, dans le cœur, dans les tripes, dans tout, pour que ça vous parle. Et... ah, lisez-le. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai mis quelques post-it pour me rappeler de l'histoire un peu, mais je vais me faire un résumé spoilant de toute façon. Mais il y a tellement de choses à dire. Où vivaient les gens heureux. J'avais écrit sur mon carnet de lecture la page entière de résumé du livre. Enfin, de l'espace résumé m'a servi entièrement pour résumer le livre, du début à la fin. Et là, je pense que je vais mettre un post-it en plus, enfin un bout de feuille en plus que je vais agrafer, j'en sais rien, parce que j'aurai pas de place, clairement, sur mon carnet de lecture cette année. Mais là, waouh, je m'attendais pas à ça. Et je veux tout lire d'elle, évidemment. Je veux lire Prête à tout. Je veux lire Les filles de l'ouragan, pardon. Et alors, on m'a parlé des règles d'usage. Alors, je ne sais pas... et d'un remarquable... Voilà, son autobiographie, c'est « Et devant moi le monde », parce qu'elle a été l'ex de celui qui a écrit... Ah, ça va m'échapper, je réfléchis. Salinger, celui qui a écrit L'Attrape-Cœur, voilà. Parce qu'il y a dans ses remerciements, je vois son mari Jim Baringer, un truc Inger, Salinger, voilà. Donc elle a été l'ex de Salinger, et apparemment ça s'est très mal passé. Donc je veux lire aussi ça. Je veux tout lire d'elle. Ce bouquin m'a fait comprendre que, ok, Joyce Maynard c'est validé, mais c'est tellement validé. J'ai pas lu les remerciements. Peut-être qu'il faut que je lise l'histoire de bien me dire, ouais, elle est vraiment trop cool cette autrice. Et puis elle peut être potentiellement au Festival America, quoi, et en salon et tout, parce elle a sorti L'Hôtel aux Oiseaux récemment, là, donc il me tentait moyen, mais en fait maintenant je pense que je vais plus avoir peur du tout. C'était parfait. Et cette couverture est assez parlante finalement. On voit pas grand chose, mais on devine la silhouette, on devine l'apparence. Et sous l'apparence, il peut y avoir des choses... Enfin, vraiment, c'est vraiment extra. Vraiment extra. C'est trop bien. Je vais m'arrêter là parce que voilà. Mais je pense que vous avez compris qu'il faut lire Joyce Maynard. Voilà. Après ça, j'ai peut-être écrit ma chronique tout de suite, ça sera fait. Ah, j'ai pas fait la photo. J'ai peut-être écrit ma chronique et me commander un autre bouquin de Joyce Maynard. Non, je vais commencer Châtiment de Céline Dangean parce qu'il était prévu. Il était prévu en audio. Je m'étais dit, allez, je vais le passer en audio. Et en fait, je l'ai commencé. Je vous ai dit, je vais le commencer. Mais en fait, j'ai déjà commencé, bien commencé. Parce qu'hier, j'étais dans les bouchons à aller voir mon ostéo. À retourner voir mon ostéo parce que je m'étais recoincé le trapèze. Du coup, j'ai écouté 96 pages sur 390, 15. 395, du coup, j'ai pu écouter un peu, un petit quart. Donc là, je continue en papier. Je verrai demain, je suis pas sûre d'avoir de temps pour lire. Ça va être chaud demain. Et lundi, ça sera voiture, donc lundi, ça sera peut-être à l'audio. Et aussi un petit peu en papier quand je prendrai le tram ou quand j'attendrai mes cours, je vais voir, bref. Voilà, donc je commence Châtiment avec Estelle et Steph, Une souris et des livres aussi. Donc c'est le 3e tome de la... c'est pas une trilogie, mais de l'enquête. C'est une 3e enquête de l'inspectrice de Louise, comment elle s'appelle, Caumont. Voilà. Et apparemment, c'est une enquête qui se lit un peu plus indépendamment que Précipice, par exemple, par rapport à Matrice. Moi, j'ai envie de lire Matrice. J'ai Précipice dans la palle. J'ai pas Matrice, mais bon, c'est pas urgent. Et de ce que j'ai entendu pour l'instant, la narratrice est vraiment cool. Et voilà. J'avais dédicacé lors du dîner avec Céline Dangean, qui était très intéressante. Cette autrice, très vraie, très prudo décoffrage. Elle met les 2 pieds dans le plat, elle dit ce qu'elle pense.
et elle pense beaucoup de choses, et elle a raison sur beaucoup de points. Enfin voilà, elle est très fulgurante et très entière. Voilà, elle est top. Donc très hâte de retourner dans Châtiment, qui pour l'instant est assez corsé, hein, niveau histoire, c'est assez frissonnant. Donc j'aime beaucoup. Voilà, je vous en dirai plus probablement en début de semaine. Je ne vous reprendrai pas demain, mais lisez Joyce Maynard. Je pense que vous avez compris. On est lundi après-midi et je viens vous parler de Châtiment de Céline Dangean parce que j'ai passé la moitié. Je suis page 224 sur 395 à peu près, 400. Et j'aime beaucoup ma lecture. Nous sommes donc avec Louise Caumont qui enquête sur une affaire de meurtre en fait, commis par un homme qui se fait appeler le thanatopracteur et qui sévit depuis quelque temps. Et là on est sur donc une enquête qui a potentiellement un lien avec cet homme, mais peut-être pas, parce que c'est pas tout à fait le même mode opératoire, mais il y a quelques similitudes. En parallèle de ça, on suit Philippe, un détective privé qui lui enquête sur des enlèvements de femmes qui ont disparu. Elles ont entre 25 et 35 ans, et voilà, essaie de se renseigner un petit peu de son côté. En fait, il ne travaille pas forcément avec la police. Et c'est très intéressant pour les deux enquêtes, ça avance vite. On sent, contrairement au cheptel, comme nous disait Céline au dîner, qu'elle a raccourci un petit peu ses descriptions, elle va plus direct à l'action, elle est plus concise, ça se ressent. Ça perd pas du tout en description parce que c'est très utile, c'est très intéressant. Mais voilà, on est un peu plus dans le vif du sujet finalement. J'aime beaucoup, on est dans quelque chose d'assez malsain, un peu ambiance catho extrême, avec beaucoup de liens avec la religion, tout ça, des familles très catho, qui un peu trop, qui vont dans des internats hyper stricts et tout. Donc c'est vraiment des écoles un peu extrêmes, quoi, voilà, de catho. Je sais pas dire autrement, je connais pas trop ça, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être hyper exigeant, hyper intransigeant aussi. Et on sent qu'il y a des petites affaires pas très nettes, peut-être de pédophilie. Voilà, donc c'est pas cool. C'est très intéressant, ça fait froid dans le dos. Et je pense qu'une bonne partie est vraie, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont passées dans ce genre d'internat, de choses comme ça, bref, voilà. Que vous dire, je le finis a priori demain, voilà. Je sais pas si ça sera un coup de cœur. Franchement, pour moi, c'est un bon polar, un peu thriller, mais c'est pas, comment dire, je suis pas hyper emballée par l'enquête, les personnages, j'ai pas forcément de gros attachements aux personnages, mais c'est comme ça, c'est presque voulu en fait, j'ai pas besoin de m'attacher plus que ça au personnage, mais l'enquête est vraiment bien menée, donc j'ai hâte de lire la suite. Et après je lirai je vais y arriver, Un enfant sans histoire de Amélie Antoine, que je remonte parce que je devais lire Anne Granger et Petroni Rostagna, mais j'attends Estelle, donc du coup voilà, je décale un petit peu mes lectures. C'est bien, c'est des grands formats, et comme je suis dans les transports, je reste longtemps dans les transports, donc ça va, j'ai pas des sacs trop lourds en ce moment, donc c'est bon, je peux les mettre dans mon sac, parce que là aussi c'est un grand format, mais ça va, je peux le mettre dans mon sac. Voilà, et bien écoutez, je vous reprends probablement jeudi pour vous dire un petit peu où j'en suis, et vous faire mon débrief de Châtiment final. On est mardi matin, je vous reprends rapidement, j'ai des petites choses à vous dire, pas grand chose au niveau de Châtiment parce que je n'ai pas beaucoup avancé. Par contre, j'ai presque terminé La femme mystifiée de Betty Friedan. Et en fait, vous savez quoi, ça me fait penser à Joyce Maynard, à Où vivaient les gens heureux. Je me rends compte qu'en fait, Eleanor, de ce livre-là, subit ce mystique dont parle Betty Friedan. Le fait d'être femme, épouse et mère, mais de ne pas être accomplie, de manquer de quelque chose, et c'est terriblement ça en fait. C'est très frustrant parce que vu que je l'écoute à l'audio, je ne peux pas mettre de post-it. J'en avais mis juste 2 au début de ma lecture, mais bon, il y en aurait beaucoup d'autres à mettre. Il y a énormément de choses à dire sur ce bouquin. Alors je vais reprendre le sommaire, comme ça je vous le débriefe un petit peu. Elle parle donc, elle parle de sexe, elle parle de Freud. Elle parle du deuxième sexe mystifié, et là ça me fait résonance avec Simone de Beauvoir en me disant ça, dans les années 60, c'était la Bible des femmes aux États-Unis. Et nous, on a eu le deuxième sexe en 47, je crois, il me semble, 47 ou 53, je ne sais pas pourquoi j'ai ces deux dates, bref, un petit peu plus tôt. Et je me dis, les femmes américaines, je me pose la question, est-ce qu'elles ont eu connaissance du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, en sachant que
les liens et les partages entre la France et les États-Unis n'étaient pas les mêmes que maintenant. Je ne sais pas s'il y a eu ce savoir de Beauvoir aux États-Unis dans les années 60, au moment où Betty Friedan a écrit ça. Est-ce que Betty Friedan a eu connaissance du deuxième sexe de Simone de Beauvoir? Je ne sais pas. À la fin, il y a une petite bibliographie et il n'y a pas Simone de Beauvoir, il n'y a que des autrices et des auteurs américains. Mais voilà, elle s'appuie sur des faits, sur des statistiques, sur des études qui montrent que dans les années 50 aux États-Unis, la femme n'est pas accomplie, qu'elle se pose des questions, alors qu'elle a tout pour être heureuse, elle a un mari, des enfants, une maison. Alors, c'est une généralité, hein, toutes les femmes américaines n'étaient pas comme ça, mais elle traite ce pan de la société américaine, ce pan de ces femmes américaines-là. Et c'est terrifiant. Parce que nous, maintenant, en 2024, on sait comment étaient ces femmes, on a les réponses à ça. Mais à l'époque, c'était un énorme point d'interrogation. Pourquoi ces femmes n'étaient pas accomplies? Qu'est-ce qui leur manquait? Eh bien, il leur manquait juste d'être femmes, il leur manquait juste de se poser les bonnes questions, d'avoir les réponses à leurs questions. Mais on ne pouvait pas leur donner puisqu'on ne les avait pas. Et il y a eu des études qui ont été faites, mais qui sont sorties plus tard. Donc ces femmes-là, finalement, ont vécu une vie de transparence au travers de leurs enfants et de leurs maris, femmes au foyer qui essayaient à tout prix de rendre la maison accueillante parce que c'était ça l'accomplissement, parce que c'était ça qu'il fallait faire, je devais briller à travers mon mari, j'étais derrière mais c'est pas grave, c'était mon rôle de femme. C'est terrifiant. C'est la société qu'a vécu ma mère et d'autres femmes où, voilà, pour être accomplie, il fallait faire des enfants, t'étais mère au foyer, ma mère travaillait, mais voilà. Mais du coup, il y a un petit peu de ça, et je le retrouve dans Annie Ernaux, et je le retrouve dans Joyce Maynard, mais alors, femme française, femme américaine, donc c'était pas tout à fait les mêmes sociétés aussi, mais il y a toujours cette idée de la femme est en retrait par rapport à l'homme, en retrait par rapport à ses enfants, par rapport à la vie des autres, en fait, qu'elle vit par procuration. Elle ne fait que vivre par procuration. Et c'est passionnant, vraiment c'est passionnant. Écoutez-le à l'audio s'il vous fait peur, parce qu'il passe super bien. Il passe en mode conférence. Il est très très bien. Moi je l'écoute en 1.5, c'est parfait. Et c'est vraiment un régal. Et je comprends le besoin de citer cet essai dans tous les essais féministes actuels, parce que clairement c'est la base des études des femmes américaines dans les années 60. C'est vraiment ça. Il est sorti en 63, je crois, celui-là. Ah, elle parle de Simone Veil dans une bad page. Ah non, outre Simone Veil. Ah non, c'est dans l'introduction, pardon, parce que je me dis comment elle connaît le droit de l'IVG en 74, 75, mais non, c'est l'introduction. Du coup, ça a été écrit 63. 63. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, classique de la littérature féministe, base de tous les essais féministes, de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on sait en fait sur la femme américaine, je précise, et franchement, trop bien, incroyable. Et Laura Adler, je ne sais pas qui c'est, j'ai déjà vu son nom, ce livre n'a pas pris une ride, et c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Il est massif hein, quand même, il fait 600 pages, hein. C'est un essai, il n'y a pas de dialogue, donc c'est dense, mais à l'écoute, oh, dans la voiture, je suis comme ça, mais c'est incroyable, c'est fou. Et tout ce qu'elle dit, oui, c'est vrai, c'est ça, c'est exactement ça. Sauf que je me mets à la place des femmes américaines dans les années 60, elles auraient tellement aimé avoir ce bouquin entre les mains, parce qu'elles n'ont pas tout eu. Elle se base aussi sur des témoignages, beaucoup de témoignages de femmes qui viennent la voir, qui lui expliquent leur vie, leur questionnement, tout ça. Elle va dans des universités, elle va dans des groupes de parole, elle va... C'est hyper complet, vraiment hyper complet. Donc je suis très contente de l'avoir écouté. J'ai pas fini, hein, il me reste 60 pages. Voilà, sinon, j'ai commencé sur un petit coup de tête, dimanche, Hira Yasumi, de Keigo Shinzo. Ah, c'est un auteur, mince, j'avais pas fait gaffe. C'est un auteur. Ah, Keigo, c'est un prénom masculin. Bon, c'est pas grave, je le finirai quand même, mais bon, ça sera mon entorse. J'en fais jamais. Vous savez quoi, j'ai même pas regardé en fait si c'était un homme. Keigo Shinzo. Ah zut. Bon, tant pis. Alors, je vous lis le résumé. Hiroto Ikuta, 29 ans, Fritter, c'est un mec libre, a reçu en héritage une petite maison de plain pied que lui a léguée une vieille dame avec laquelle il s'était lié d'amitié. Voici la maison. Avec Natsumi, sa jeune cousine tout juste arrivée de Tokyo pour poursuivre ses études d'art, il entame sous le même toit une vie à la fois paisible et mouvementée.
C'est un manga tranche de vie. La cousine est là, le cousin est là, ils vont vivre ensemble, il se passe des petites choses. Ça casse pas trois pattes pour l'instant, je m'attends un petit peu plus. Apparemment, c'est le manga doudou. Donc, soit c'est juste le manga doudou tranche de vie, je n'en attends rien et je prends plaisir à le lire. Soit il se passe des trucs, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est... Voilà, j'aime bien le dessin, c'est mignon. Bon, c'est pas foufou. J'ai lu presque la moitié. C'est un emprunt médiathèque, donc comme ça, je le rendrai. Je ne sais pas si je prendrai la suite, mais au moins, ça m'aura donné une idée du début de cette saga. Voilà, et sinon, j'ai reçu un colis Pocket. Est-ce que c'est les révélations ou le prix Polar Pocket? Qu'est-ce que c'est? Ah si, c'est le prix Polar. Okay. Prix, donc sélection, prix Nouvelle Voix du Polar. Tous les ans, je reçois les bouquins. Tous les ans, il y a des très très beaux titres. Et là, on est sur une exécution de Dania Kukafka. Couverture assez parlante, assez rurale. Et Un oiseau de proie de Lucy Banks. Lucy Banks, c'est celle qui a écrit ce bouquin de fou. Pas du tout, c'est son premier roman. Ok. C'était quoi ce bouquin? Ah, faut que je vous le montre. Alors, pas du tout, c'est pas du tout Lucy Banks, c'est un homme qui s'appelle J.P. Delaunay. C'est un roman qui s'appelait La fille d'avant, regardez-moi ça. C'est un des livres les plus originaux que j'ai dans ma bibliothèque. Je l'avais reçu il y a longtemps. Il est sorti il y a longtemps. Il est sorti le 8 mars 2017. Voilà. Je l'avais reçu, donc c'est à paraître, hein, c'est un service de presse. Il y avait très très peu d'exemplaires qui étaient comme ça. Il est magnifique. Thriller domestique. Et j'avais beaucoup aimé. Et je le garde parce que je me dis que ça peut faire des jolies photos aussi. Voilà. Mais il n'était pas dingue, mais j'avais bien aimé. La fille d'avant. Voilà, bref. C'est pas du tout Lucy Banks. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Donc, Oiseau de proie. Après 25 ans derrière les barreaux, Ava a changé de prison pour une autre. Sympa. Ce petit appartement aux frais de l'État et ce nouveau nom seront sa nouvelle cage. Ok. Avec l'aide d'un psy et d'une conseillère, tout est fait pour que sa remise en liberté se déroule le mieux possible. Mais comment échapper à son passé, à plus forte raison un passé si sanglant? Bill, son nouveau voisin, l'y aide un temps. Trop peu. Bientôt, une ombre la rattrape, l'encercle, la traque. Naguère rapace, Ava devient proie. De qui et pourquoi? Ouh. Donc c'est un premier roman. Elle est l'autrice d'une série jeunesse qui s'appelle Dr. Ribeiro's Agency of the Supernatural, très populaire au Royaume-Uni et lauréate de nombreux prix. Et là, c'était publié chez Belfond. Donc ça doit faire partie de la sélection roman étranger, donc littérature étrangère pour le prix. Et ça aussi, et une exécution, une empreinte digitale, un numéro d'écrou. Voilà à quoi est réduit aujourd'hui Ansel Packer. Dans 12 heures, il sera mort, exécuté. L'échéance approche et le tueur de gamines, comme on l'appelle ici, ne pense plus qu'à une chose, raconter son histoire. Mais son histoire ne sera pas la seule à être racontée. Elle n'éclipsera pas les autres, celles de ses victimes, de ces femmes qui ont traversé sa vie, qui parfois l'ont partagée et qui résonnent ici comme des pas dans un couloir. Oh là là, oh, mais c'est trop bien. Ça doit être toutes les personnes victimes qui vont raconter, peut-être. Waouh. 420 quand même, hein. 420 pour celui-là. 330 pour celui-là. Merci beaucoup, Pocket. Ils sont sortis le 7 mars. Donc, ils font partie de la sélection Nouvelle Voix Polar Pocket. Ça a l'air assez prometteur. Je ne sais pas si vous les aviez déjà lus en grand format. Celui-ci, il est paru où? Il est paru... Je sais pas... Il est paru chez... Ah, Buchet-Chastel. Alors ça, c'est original. Parce que Buchet-Chastel, c'est une petite maison d'édition. Et c'est bien que ça sorte en poche aussi. Ça veut dire qu'il a bien fonctionné en grand format. Et c'est cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprends probablement jeudi pour vous parler un petit peu de Châtiment. Et puis après, j'attaquerai Un enfant sans histoire de Amélie Antoine. On est mercredi midi, je suis à côté de ma salle de danse et je viens vous débriefer un petit peu parce que j'ai terminé Châtiment. Et c'était assez surprenant. Alors, je vous avais laissé sur un début, une enquête. En fait, il y a deux enquêtes. Il y a l'enquête de Philippe, qui est détective privé, qui enquête sur des disparitions. Et il va y avoir l'enquête de la police, menée par le major Louise Caumont, où là, il va y avoir vraiment une grosse affaire d'un homme qui s'appelle le thanatopracteur, qui tue des femmes. Et il va y avoir en parallèle une histoire dans un institut catholique un peu trop extrême, où il y aurait des pratiques un peu particulière, de pédophilie clairement, et on va suivre un homme qui s'appelle Kléber Bellegarde,
et on va le soupçonner tout doucement d'avoir commis l'irréparable. Sa femme a disparu. Il est dépité, ses enfants sont dépités, enfin non, elle n'est pas disparue, elle est morte, en fait, elle a été retrouvée, voilà. Et donc il va y avoir toute cette enquête-là, c'est vraiment bien fait. Alors, j'ai trouvé, mais je pense que c'est parce que j'ai mis du temps à le lire, quelques longueurs au milieu, et par contre la fin s'accélère, c'est un truc de fou. Il y a des choses que j'avais vu venir, qui ont été confirmées, mais il y a une petite subtilité. Toute la fin est bien expliquée, c'était hyper intéressant. La plume de Céline Dangean est très incisive, elle va droit au but. Louise Comon est une personnage qui est assez intéressante aussi parce qu'elle n'est pas, c'est pas la petite jeunette, non, elle a vraiment de l'expérience, elle a de la répartie, on lui fait pas, on peut pas lui cacher la vérité très très longtemps, elle va chercher vraiment la petite bête et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est mon deuxième Céline Dangean. Maintenant j'ai très envie de lire Matrice en fait, qui est la première enquête avec Louise Comon et qui me fera vraiment repartir du début avec cette enquêtrice là parce que bon, bah, elle a un passé et j'aimerais bien savoir d'où elle vient, donc voilà, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Là je vais commencer, enfin je vais reprendre mes cours sur le trajet du retour, un enfant sans histoire de Amélie Antoine. Il sort le 4 avril, il est pas très gros. Il fait 265 pages, un petit peu comme Pourquoi tu pleures. Donc déjà, il est publié au Muscadier Noir, comme Pourquoi tu pleures. Cette diagonale-là, avec l'image et tout, c'était un petit peu la même chose. Et là, on est dans quelque chose d'assez serré au niveau de la police de caractère. On ne va pas voir grand-chose, bien sûr. Voilà. Voilà. C'est un peu petit. Et il y a des pages en gris. Voilà. Des gris clairs. Des passages en gris clair comme ça, donc ça alterne au niveau de la tranche. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Je ne veux pas trop savoir. De ce que j'ai entendu, c'est l'histoire d'un gamin qui a un ami imaginaire. J'en sais pas plus. Voilà, et c'est très bien, je ne veux pas le savoir. A priori, il va me faire cet après-midi, demain, enfin cet après-midi, ce soir aussi, parce que je suis toute seule à la maison ce soir, enfin avec mon fils. Et demain, toute la journée, j'ai une grande pause le jeudi midi, je peux lire. Peut-être un peu vendredi. Et puis après, j'attaquerai un Granger. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça va, que vous faites de belles lectures et on se reparle. On est toujours mercredi, mais je viens de rentrer chez moi et j'avais 3 colis dans la boîte. Donc je viens vous parler un petit peu. Et j'ai commencé Un enfant sans histoire. Sans histoire, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça c'est tout seul. J'ai déjà lu presque 80 pages. Je vais continuer ce soir. J'aime beaucoup parce qu'on parle de l'enfance, on parle des séquelles d'un enfant adopté qui aurait pu avoir des séquelles, mais on ne sait pas son passé, on ne sait pas ce qu'il a ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu, et donc c'est très intéressant. On est avec Vadim qui a 5 ans et qui a été adopté par Sylvain et Marianne. Et en fait, ils ont mis beaucoup de temps à avoir un enfant, puis ils se sont résignés, ils ont voulu adopter, et ça a encore mis beaucoup de temps. Et ils ont réussi à avoir un enfant qui avait 18 mois, qui s'appelle donc Vadim. Et 3 mois après avoir ramené Vadim, et bah, Marianne est tombée enceinte. Donc ils ont 2 enfants d'âge très très proche. Un naturel, un adopté, mais dans le cœur de Marianne, c'est ses enfants de toute façon, dans le cœur de Sylvain. Et Vadim a un ami imaginaire qui s'appelle Volodia, c'est ça, Volodia, qui est son grand frère, qu'il considère comme son grand frère. Mais il prend de la place dans cette vie, il inquiète un petit peu Marianne et Sylvain, et j'en suis là, et il y a eu un drame. Au tout début, en fait, on commence le premier chapitre avec le témoignage de la babysitter du samedi 4 mai. Il y a eu un drame, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà, et on remonte 11 mois plus tôt. On découvre les personnages et on retrouve un chapitre d'un témoignage. Puis on avance 10 mois plus tôt, 9 mois plus tôt, etc. etc. J'adore cette construction. Je trouve ça très efficace, très rythmé. Pour l'instant, c'est un sans faute. Je n'ai pas ouvert encore, donc vous allez entendre les... Oh, quoi que je vais peut-être faire pause, attendez. C'est chose faite. Je sais ce que c'est. Alors, édition du Rocher, je ne sais pas. Et Payot, j'avais demandé le John Smiley poche. Donc c'est peut-être ça, Rivage Payot. Il m'a l'air gros. Tout à fait, il est gros. Les aventures véridiques de Lydie Newton, qui est en librairie le 3 avril, comme un métier dangereux, voilà, de Jane Smiley. Alors, je l'ai demandé en poche, j'ai demandé son grand format, j'ai lu la moitié, j'ai pas accroché à la plume, donc j'espère que je vais accrocher là. On est toujours au 19e siècle, toujours aux États-Unis. En 1855, la jeune Lydie Newton quitte son Illinois natal pour suivre son époux dans les terres sauvages de l'Ouest et se joindre aux Free Staters, ces anti-esclavagistes partisans d'un État où régnerait liberté du sol, liberté de parole, liberté des hommes. Alors qu'ils s'inventent une nouvelle vie aussi rude qu'exaltante, entre prairies sauvages et villes naissantes, les sudistes rôdent. Vient le temps des engagements politiques et des armes.
Porté par une héroïne risque-tout aux faux airs de Huckleberry Finn, ce western haletant traverse le destin d'une Amérique aux portes de la guerre de sécession et nous rappelle que Jane Smiley est une absolue virtuose de la saga historique et une des voiles américaines contemporaines les plus puissantes. Voilà, il coûte 9,50 €. La couverture est très jolie, j'aime beaucoup. C'est une photo, Trévillon Images. Il fait quand même 540 pages, il est écrit tout petit. Ah, voilà, donc je ne sais pas quand je m'y mettrai, mais en tout cas, merci beaucoup, Payot Rivage là. Et, ah bah Marie, j'ai déjà ton contact. J'ai une petite carte de main. Bonne lecture, ah merci. Ah bah je le mets dedans, c'est gentil. Je le mets dedans, merci Marie, merci beaucoup. Ça, c'est fait. Ensuite, Rocher, j'attends rien, c'est toujours des envois sauvages, entre guillemets, mais c'est toujours très intéressant. J'avais oublié la légèreté. Oh, que j'aime ce titre. Edwige Coupez. Pourquoi je connais Edwige Coupez? Ça me dit quelque chose. Pas du tout. Journaliste et chroniqueuse à France Info pendant une quinzaine d'années. C'est peut-être ça, j'ai peut-être déjà entendu. Donc, nous sommes avec ce livre-là qui sort, qui est sorti le 6 mars. Assez aéré. Toujours commencé sur la page de droite. Il fait moins de 300 pages. Vous avez une photo d'elle? Un policier me fait face dans le hall du commissariat. Il s'apprête à partir en patrouille avec ses hommes. Je lis dans ses yeux, on va la retrouver. Sur mon téléphone portable, je fais défiler les dernières photos. Mon pouce s'active, déroule, en vain. Je ne trouve pas de photo de Gabrielle. Je continue à remonter le fil, le temps en accéléré. Je prends conscience de la distance qui s'est installée entre nous. Les heures passées seule dans sa chambre, les sorties qu'elle déclinait, les repas où elle n'avait pas faim. J'ai honte soudain. Quelle mère n'a pas de photo de sa fille? Ça c'est dur, non? J'avais oublié la légèreté, raconte l'errance d'une mère après la fugue de sa fille. Un premier roman addictif porté par une écriture incisive. C'est dur comme t'es à la vache. Oh, c'est dur. Oh là là. Alors c'est un roman choral. Chapitre très court de 2 pages. Léa Gabrielle. Donc Gabrielle c'est la fille, j'imagine que Léa c'est la mère. Merci beaucoup les éditions du Rocher. Elle est très belle cette couverture. Voilà. Merci. Il est sorti. Comme ça je vous montre aussi. Hein. Je suis aussi là pour ça, je le sais. Et Albin Michel m'envoie ce que je connais et que j'attendais et qu'il est tout beau. Le roman de Aurélie Dupont. Aurélie Dupont a été danseuse étoile, et toujours danseuse étoile hein, jusqu'à la fin de sa vie. Et elle a été directrice de l'Opéra de Paris, du côté danse, hein, bien sûr. Voilà, elle est très très belle cette photo d'elle. Et n'oublie pas pourquoi tu danses. Donc on est sur un récit autobiographique, j'imagine, écrit tout petit et très 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 gros. 470 pages, mais avec quelque chose d'assez aéré, avec des chapitres courts, et qui sort, je sais plus, même pas un petit communiqué, rien du tout. Bah alors, donc voilà, j'aime beaucoup, c'est un peu rose poudré comme ça, là aussi c'est rose poudré. Donc voilà, bah, la danse c'est ma came, hein, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est ma vie. Elle fut une enfant qui rêvait d'être sur scène, une petite fille brûlant de devenir une étoile, une adolescente dont l'unique désir était la danse, peu importe les souffrances et les sacrifices. Pour la première fois, la danseuse étoile Aurélie Dupont raconte son rêve devenu réalité. Avec elle, nous découvrons le prix de l'exigence absolue, les rigueurs du travail, les rapports avec les chorégraphes, génies ou tyrans, les défis à relever, la volonté de se surpasser, et par-dessus tout, les peurs, la joie, la quintessence de ce qui fait du corps de ballet de l'Opéra de Paris un lieu légendaire de passion exacerbée. Voilà, ma foi, c'est très très bien. Donc je ne sais pas quand je lirai, mais je le lirai. Et le dédicace à qui? Pour Jacques et Georges, ça doit être ses enfants, j'imagine. Petite citation de Baudelaire. Et voilà, donc autobiographie d'Aurélie Dupont. J'avais déjà lu celle de Germain Louvet, qui était assez courte et très incisive, où il dénonçait pas mal de choses. Et j'ai aussi le beau livre Étoile de Dorothée Gilbert, qui est elle aussi Étoile de l'Opéra. Germain Louvet l'est aussi, j'aime bien. J'ai pas lu Hugo Marchand, mais je sais qu'il en a sorti un également. Et je m'intéresse toujours de loin à l'opéra parce que la danse classique, c'est ma base. C'est la base de beaucoup de danseurs, de danseuses, de profs de danse aussi. Et voilà, j'ai toujours cet œil, cette petite œil vers l'opéra parce que je connais des gens là-bas, parce que voilà, j'étais... Moi aussi, quand j'avais 6 ans, je voulais être danseuse étoile quand on m'a posé la question. J'ai tenté le concours de l'Opéra de Paris 2 fois. J'ai été recalée la première fois. En fait, il y a 2 épreuves. Il y a un premier cours, en fait. Je suis pas en retard. Ça va. Il y a un premier cours qui n'est pas vraiment un cours. Alors, je vous parle de ça, j'avais 9 ans, je crois. Ça devait être dans les années 93, quelque chose comme ça, 92, 93, donc ça remonte. Hein. À l'époque, c'était encore Claude Bessy qui était directrice de la danse.
Et le premier jour, donc on passe 4 par 4, on nous mesure, on nous pèse et on teste notre souplesse. Donc ça, j'avais passé le test parce que j'avais les beaux... Je rentrais bien dans les cases de l'Opéra de Paris, hein, parce qu'on est bien dans des cases à l'Opéra. Et j'étais convoquée pour le lendemain, pour un cours technique, où là, on était beaucoup plus nombreuses. Je crois que c'était un cours sur pointe. J'avais quand même 9 ans, j'étais pas censée être sur pointe à 9 ans. Normalement, c'est 12 ans, il faut attendre que vraiment la cheville soit formée. J'ai eu de la chance d'être formée et j'ai fait le cours. Ils en ont pris 13, j'étais la 14e. Voilà, donc... C'est pas très grave, j'ai retenté l'année suivante, je n'ai pas passé la première épreuve. Voilà, j'avais déjà plus les cases, les codes de l'Opéra de Paris. C'est pas grave. Après, je voulais juste être danseuse. Voilà, je voulais plus être danseuse étoile. Je voulais juste être danseuse, mais bon, je suis devenue prof de danse et c'est très bien quand même. Voilà, donc merci beaucoup Albin Michel pour cette biographie que je lirai. Peut-être cet été, ça peut être sympa. Au bord de la mer, ça peut être chouette. Faut voir comment ça se lit en fait. Parce que Jacqueline Moreau, tiens, ça me dit quelque chose, Jacqueline Moreau. Bref, faut voir comment ça se lit au niveau du style en fait. Si c'est plutôt un style parlé ou si c'est quelque chose de très élitiste, tout ça, je sais pas trop. Mais bon, voilà, je vais aller chercher mon fils et puis je vous retrouve demain, après-demain, à un moment donné. On est vendredi matin et je viens vous parler rapidement parce que j'ai pas encore terminé Un enfant sans histoire, j'aurais voulu le faire hier. Et finalement, concours de circonstances, j'ai pas eu le temps sur ma pause de midi, j'ai eu un entretien, donc j'ai pas pu. Et du coup, j'ai pas pu le finir. Alors, je suis que à la page 160, il me reste 100 pages. Franchement, c'est pas grand chose, mais j'ai tellement envie de le dévorer, j'ai pas le temps, donc je suis très frustrée de ne pas pouvoir lire comme j'aimerais. Là, je vais essayer de lire, j'ai pas ma montre. Et je crois qu'il est genre 9h50, 9h50, c'est ça. Donc, je vais essayer de le lire là avant mon cours de pilates. Mais je le finirai, enfin j'ai trop envie de le finir aujourd'hui en fait parce que je voudrais commencer le Anne Granger. Anne Granger et Petroni Rostagna, c'est 2 livres qu'on s'était programmés avec Estelle, je crois en novembre, voilà, et qu'on a repoussé, et là qu'on doit lire en mars maintenant quoi. Donc j'ai envie de les dégager de ma palle, j'ai envie de les lire, mais frustration parce que je n'ai pas encore fini celui-ci, donc je ne vais pas passer à autre chose. C'est trop bien, c'est vraiment bien, la structure est top. Je peux pas trop vous en parler parce qu'il n'est pas encore sorti et qu'on nous a demandé avec la maison d'édition de ne pas en parler avant. Mais pour l'instant, voilà, je vous en reparle. Alors, il y a des semaines où je reçois rien. Et il y a des semaines où je reçois tout Pocket. Genre cette semaine. Cette semaine, j'ai reçu, je crois que c'est cette semaine, j'ai reçu le réseau Jane, j'ai reçu... non, c'était la semaine dernière peut-être. Un oiseau de proie, une exécution, tout ça, j'en ai reçu au moins 4. Avant-hier, je reçois celui-ci, Fabrice Midal, le guide du bonheur imparfait, qui est très mignon, très beau, un peu en relief, tout ça. Développement personnel, tout ça, donc il est assez court, il est très espacé, il fait 220 pages à peu près. Hier, je reçois aussi la trilogie baryonique de Pierre Ruffast, qui est le tome 1, et là c'est la tragédie de l'orque, il est très beau, il fait partie des étoiles montantes de l'imaginaire, tout ça est déjà sorti début mars, je vois qu'il y en a un autre, ah oui voilà, c'est le... En fait, en commun, il y a aux Forges du Vulcain la trilogie baryonique, le tome 3 qui vient de sortir aux Forges du Vulcain, et là ça sort en poche le tome 1, donc il y a une sortie similaire, même jour, quotidien, même jour, pour ces deux livres-là. C'est très joli, bon, c'est très SF, hein, bien sûr. Il faudrait que je me remette un petit peu à la SF. Vraiment, j'aimerais bien parce que c'est un univers... En fait, j'ai toujours Fondation en tête. Fondation m'avait tellement retourné, j'avais tellement été surprise par la plume, la facilité d'entrer dans l'histoire, c'était génial. C'est classique hein, de la SF, mais je serais quand même curieuse d'en lire d'autres. J'ai reçu aussi en édition, alors c'est pas collector, c'est nouvelle couverture et réédition, L'aile des Vierges de Laurence Perrin, et c'est une très belle édition. Voilà, qui était sorti, ça fait un petit moment maintenant, L'aile des Vierges, 2018, ouais. Je ne l'avais pas encore lu, donc ça tombe très très bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de succès, donc voilà, merci beaucoup Pocket. Et là, aujourd'hui, je reçois... Tada! L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein, toujours en SF, ou fantasy peut-être, fantasy, excusez-moi. Catégorie 10B, c'est quoi ça? Ah, c'est pour les prix peut-être. Donc on est sur 2 tomes, je ne sais pas si ce n'est qu'en 2 tomes, et je ne le saurai probablement pas. Diptyque c'est 2 je pense, ouais c'est un diptyque, donc c'est 2 tomes, donc ils sont sortis tous les 2 en poche. La couverture est magnifique bien sûr, elle est de Aurélien Polis, je vais dire comme d'habitude, mais je trouve ces couvertures magnifiques.
Voilà, je ne sais pas qui c'était en grand format. Ah, j'avais pas vu. Il est dédicacé. Ah, c'est beau, merci. Oh, c'est trop bien. Mais les deux sont dédicacés? Non, juste là. Ah, c'est trop bien, merci beaucoup. Et le premier tome était sorti chez qui? Scrineo, d'accord. C'est souvent Scrineo qui fait appel à Aurélien Polis pour les couvertures. Voilà, ça fait un peu question-réponse et c'est très beau. Vraiment, c'est des très très beaux visuels. Et Aurélie Van Edelstein, c'est pas la première fois que je la croise, bien sûr, je l'ai jamais lu, mais je sais qu'elle a écrit beaucoup de choses en fantasy. Et voilà, merci beaucoup Pocket. Donc voilà, la semaine la semaine fut Pocket, plus je vous dis oiseau de proie, une exécution, machin machin et tout. Voilà, alors comme ce sont des livres que je n'ai pas demandé, ils ne rentrent pas dans la palle, ils restent dans ma bibliothèque palle pas pressée, voilà. Si un jour j'ai envie de les sortir, je les sors. S'il y a des copines à moi qui veulent les lire, je leur prête, tout ça. Donc voilà, mais c'est palle pas pressée. Ma palle pressée, elle compte... Ah oui, j'avais mis La colère de S.A. Cosby dedans, parce que vraiment, il avait l'air trop bien. Et une exécution... Lucille, l'œil de Luciole dans les polars, a trouvé ça extra. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'était un coup de cœur aussi. Donc j'ai aussi envie de le mettre dans la palle. Mais bon. Petroni, Anne Granger. Qu'est-ce que je vois là? Les disparus de Blackmore. Anna Svensson au tome 10. Titu. Anne Ingleside. Mort d'une libraire. Duel. If We Were Villains. J'en ai d'autres. Ah bah oui. Le réseau Jane. Oh, le Shakespeare que j'ai envie de lire, c'est quoi ça? La chambre des diablesses, 12. Non, je suis à 16, donc je ne sais pas si j'en ai rajouté ou si j'en ai pas mis là. Mais voilà, il y a eu beaucoup de réceptions, beaucoup cette semaine. Heureusement que je suis en Dubaï. Heureusement que demain, je vais à la librairie Majo pour la rencontre Marceau féminin. Ça va être très très dur de ne pas craquer. Alors après, je peux craquer sur un petit aussi. Hein. Voilà, ça peut être un petit truc qui est potentiellement dans mon planning de lecture que j'avais mis. Qu'est-ce que je voulais lire? Je voulais continuer les 7 sœurs. Je voulais lire du Jenny Colgan en anglais. Je voulais lire... Quoi d'autre? Je sais plus. Je voulais en lire d'autres. Je voulais lire Bombe de Max Moneuil, donc je peux aussi le prendre. Mais voilà, ça peut être, ça peut être un petit truc hein, que je craque quand même chez Majo. Donc c'est demain, c'est trop cool. Voilà, et puis il faudrait que je finisse ça aussi. Je vous en avais rapidement parlé. Comme ça, je le rends à la médiathèque. Et puis bien sûr, les livres que j'avais empruntés à la médiathèque, La Princesse d'Aragon, Becky Chambers, que j'ai toujours pas lu, mais Becky Chambers, c'est pareil, je pourrais peut-être me l'acheter en fait. Parce qu'ils l'auront, c'est sûr, ils ont Becky Chambers à la librairie Majo, évidemment. Donc, ou peut-être un roman Nami, ou peut-être, je sais pas, mais je sais que je vais trouver quelque chose demain, c'est sûr. Voilà, pour l'heure, je vais continuer Un enfant sans histoire, que j'essaierai de finir cet après-midi, et puis voilà, et je vous reprends. Alors demain, bien sûr, je vous montre des images de la librairie Majo, et puis je conclurai probablement ce vlog demain également. On est samedi matin, et je viens vous dire que j'ai terminé hier soir Un enfant sans histoire. Je vous en reparle à sa sortie. On nous a dit de ne rien dire avant le 4 avril, donc je ne vous dis rien avant le 4 avril. Et j'ai commencé Anne Granger, le brouillard tombe sur Deptford. On est sur un meurtre et on a Lizzie Martin et Ben Ross qui vont enquêter. Classique, hein, c'est le 6e maintenant, 5e, 6e, que je lis de la saga Lizzie Martin et Ben Ross. J'aime bien, mais je me rends compte qu'à chaque fois, j'oublie... Oui. Ouah, bah tu peux le mettre si tu veux. Magnifique. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je lis du Anne Granger, j'ai plaisir à lire du Anne Granger, mais je ne me rappelle pas des histoires. Je ne me rappelle de rien. Voilà, c'est pas grave. C'est comme l'Agatha Christie. J'ai lu, il y a 2 ans, pour le Rip Christie, alors ça devait être 2021 peut-être, 2022, je sais plus. J'ai lu plein d'Agatha Christie, j'en avais lu peut-être pas un par mois, mais sur l'année, j'en ai bien lu 7-8, je pense. Et je ne me rappelle d'aucun. Alors, j'avais lu Ils étaient 10, je l'ai relu et j'ai adoré. J'avais déjà lu Le crime de l'Orient Express, ça je me rappelle. C'est les 2 dont je me rappelle. Le reste, Mort sur le Nil, Les 3 petits cochons, Les 5 petits cochons, je sais plus quoi, Le secret de Chimney, Le cadavre dans la bibliothèque. Rien, rien, absolument rien. Même La mystérieuse affaire de Styles, rien, absolument rien. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, alors, c'était un moment où je faisais pas de résumé spoilant. Donc peut-être que ça vient de là. Mais, oui, mon cœur. Ah, magnifique. Mais je sais pas. Je ne me rappelle pas
de ce qui se passe dans ces histoires. Je ne me rappelle pas de qui le tueur, je ne sais pas. Et dans les Anne Granger, c'est pareil, je passe un très bon moment. C'est très agréable. Oui, oui, quoi? Ah oui, attends, je t'aide, je t'aide. Donc je passe un très bon moment, il y a des belles descriptions. J'adore l'ambiance victorienne, polar, voilà, enquête et tout. J'aime beaucoup, hein, vraiment. Mais je me rappelle de rien. C'est terrible. Voilà. Pourtant, les Anne Granger, je crois que celui de l'an dernier, je l'ai résumé. Donc je dois avoir le résumé probablement quelque part. Mais et vu que c'est à peu près des one-shots à chaque fois, on suit Lizzie Martin et Ben Ross, voilà. Mais c'est pas fou, quoi. Oui. Magnifique. Mais voilà, donc, je suis là-dedans, j'ai lu déjà 60 pages, j'emmène mon fils à la musique ce matin et je vais lire. Et cet après-midi, c'est la rencontre avec la librairie Majo. On n'est pas 10 finalement, on aurait dit 10, on est 7 je crois. C'est pas très grave, ça va être chouette. Je vais emmener des bouquins d'ailleurs, il faut que j'y pense. Et puis voilà, et puis après je lirai Pétronille. Et je voulais voir avec vous. Je vais te montrer ce que je vais faire. Oui, magnifique. Oh, tu fais un cœur? Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou, chou. Je trouve que la communauté YouTube est différente de la communauté Booksta. J'ai 12 600 personnes qui me suivent sur Insta. Mais, en vrai, j'ai pas 12 600 personnes qui me suivent, bien sûr. Il y a des comptes fantômes, il y a des gens qui s'abonnent une fois et qui reviennent plus pendant 3 ans. Enfin, voilà, je le sais, ça. Par contre, j'ai 3000 abonnés sur YouTube et je pense que c'est 3000 vrais abonnés qui sont là, même qui ne regardent pas forcément toutes les vidéos. Je pense que quand on clique sur un abonnement YouTube, c'est que potentiellement, on attise la curiosité de la personne qui va s'abonner. Sur Insta aussi, mais il y a tellement de comptes fantômes. Il y a des gens qui achètent des abonnés, ce n'est pas mon cas. J'ai un bon compte depuis 8 ans maintenant, ça fait 8 ans en avril. Et j'ai jamais... au début, j'ai jamais pensé que ça existait en fait, ce truc-là, mais tout est négociable, bien sûr, tout est payant. Et il y a des gens qui font ça, moi ça ne m'intéresse pas. Et j'ai une communauté que j'ai construite au fur et à mesure des 8 ans. Mais je sais bien que j'ai pas 12 000 personnes qui me suivent, bien sûr. Il y a des comptes fantômes, évidemment. Quand on fait des concours, il y en a qui s'abonnent. Il y a plein de gens qui font des faux comptes et qui s'abonnent. Ok, franchement, je m'en fiche. J'avais commencé à faire un tri un petit peu, puis j'ai arrêté. Parce que, voilà. Mais les comptes YouTube, alors je crois que je ne vois pas, ou alors il faudrait que je cherche. Je ne sais pas qui sont mes abonnés. Mais je suis sûre que j'en connais plein, en fait, des gens qui s'abonnent. Et je vous trouve plus impliqué que sur Insta. Alors c'est toujours pareil, le problème du partage, du commentaire, nanana. Il y a des gens avec qui je discute sur Insta depuis très longtemps. Oui. Tu peux essayer ça? Oui. Mais attends. Ah non, d'accord. Avec tes lunettes. Avec mes lunettes? Là, je vais garder mes lunettes de toute façon. Bah, et donc je pense... Attends, je te l'essaye. Je te l'essaye. Très très beau. Je te le rends? Oui. Et je trouve que je suis quelqu'un de très spontané, donc les vlogs YouTube me conviennent parfaitement. Je coupe rien, quasiment rien au montage. Je suis comme je suis avec vous quand vous m'entendez parler. Oui, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être agir. Je n'ai aucune autorité. Donc, je suis comme je suis là sur YouTube. Sur Insta, on prépare les photos, on prépare les chroniques. C'est bien parce qu'Insta, c'est vraiment un repère de chroniques pour moi, d'avis lecture, de tout ça. Tandis que YouTube... YouTube va être quelque chose de plus spontané au niveau de mon quotidien, même si ça reste pratiquement que des bouquins. Et du coup, j'ai plaisir à faire des vidéos YouTube. J'ai aussi plaisir à faire des chroniques Insta de toute façon, mais je trouve que finalement les gens viennent me parler plus facilement en message privé sur Insta qu'ils ne commentent les chroniques finalement. Après, c'est toujours la même chronique et c'est bien et c'est cool, voilà, mais je passe plus de temps sur Instagram à regarder mes messages privés et à répondre que à regarder mon feed en fait. Finalement, le feed, j'y vais peu. Si j'y vais une fois par jour au moins, mais je passe. Et voilà, et c'est souvent les stories qui mettent la puce à l'oreille sur les sorties, sur des trucs comme ça, les dédicaces et tout, que vraiment le feed en fait. Et sur YouTube, ce que j'aime bien, c'est parler avec vous, donc que vous me laissiez des commentaires, que j'y réponde, et en plus vous me donnez plein de conseils de lecture à chaque fois, donc c'est très très problématique, même si c'est cool. Et voilà, j'aime bien cette communauté YouTube, même si je sais que ceux qui sont sur YouTube me suivent aussi sur Insta. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a ici qui ne me suivent que sur YouTube? Dites-le moi.
ou alors est-ce que vous me suivez et sur YouTube et sur Insta? Est-ce que vous me suivez aussi sur le blog qui n'est pas à jour depuis un petit moment? Et je m'étais mis en objectif 2024 de le mettre à jour plus régulièrement, mais je ne prends jamais le temps de le faire. Il faudrait que je le fasse un jour quand même. Mais voilà, j'aime bien discuter avec vous sur YouTube et je vous trouve honnête comparé à la communauté Bookstar. Je dis pas qu'ils sont pas honnêtes, c'est pas ça. C'est que le partage n'est pas le même. Et je me dis, quand on est abonné à un compte YouTube, on est plus impliqué parce que quand on regarde une vidéo, on regarde et puis on se pose des questions et puis on répond à des questions en commentaire, tout ça. Que sur Insta, il y a plus une consommation passive, j'ai l'impression. Quoique sur YouTube aussi des fois. Bref. En tout cas, je préfère un petit peu discuter avec vous sur YouTube. Mais j'aime bien aussi discuter sur Insta en message privé. Bref, j'arrête de me contredire, ça suffit. Je vais avancer un Granger aujourd'hui. Et après, je lis Petroni. Et après, je lis If We Were Villains, celui-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez lu en hardback? Parce que je sais qu'il y a une très très belle édition avec Jaspage, machin. Mais il me fait peur, vraiment ce bouquin, en fait il me fait peur. Il fait presque 500 pages et il va me faire sortir de ma zone de confort. Clairement, pour Masso Féminin, c'est celui-là qui va me faire sortir de ma zone de confort. J'avais mis un lundi parfum matcha, mais finalement c'était très confortable comme sortie de zone de confort. Là, on est sur une enquête, roman sombre, pièce de théâtre. Ça fait presque Dark Academia, peut-être. J'ai jamais lu de Dark Academia, mais c'est le phénomène TikTok, donc... La communauté TikTok est plutôt 15-25 ans. J'ai 15 ans de plus, donc bon, bah voilà. On verra ce que ça donne. Mais j'ai toujours très très hâte de lire ce que j'ai dans ma palle. Et ça, c'est trop bien, trop bien. Même si j'ai reçu plein de bouquins là, les aventures, le Jane Smiley, le Edwige Coupez, Aurélie Dupont, qu'est-ce que j'ai reçu encore, tous les pockets et tout. Franchement, si j'avais du temps, je crois que je passerais des jours dans des grottes, seule. Avec des bouquins. Avec du thé. Tu peux me faire un nœud, s'il te plaît? Un quoi? Un nœud? Oui, je vais te faire un nœud, chouchou. Je vous reprends plus tard. Je conclue cette semaine de vlog ici à la librairie Majo. C'était une super rencontre, c'était très très chouette. On n'est pas reparti les mains vides. J'ai même craqué mon lobaye, évidemment. Et je suis repartie avec celui-ci, Le consumérisme à travers ses objets, de Jeanne Guyen, qui a l'air très très intéressant, qui me tente depuis très longtemps. Et c'est chez les éditions Divergence. Voilà. Donc voilà pour ce vlog, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dans une prochaine édition, dans une prochaine semaine de vlog. A bientôt!